crois que l'homme d'argile décrit une situation qu'on peut pas vraiment décrire. Et donc, c'est comment tout ça va passer par le corps, par les échanges de regards, par les silences. Bonjour, je suis Anaïs Tellen et je suis la réalisatrice de L'Homme d'Argile, qui est en compétition pour la 15e édition du My French Film Festival. C'est un conte, que c'est l'histoire d'un monsieur d'une soixantaine d'années, vraiment avec une tronche, qui vit avec sa maman dans un petit pavillon qui est situé sur un grand domaine bourgeois. Et sur ce grand domaine bourgeois, il y a un château pour lequel sa maman a été employée pendant des années et pour lequel lui aussi est employé. Sauf qu'en fait, ça fait plusieurs décennies que les propriétaires sont morts et donc il n'y a plus du tout de vie dans ce château et lui, il a une existence assez tranquille, il se passe pas énormément de choses. Et un jour, l'héritière, donc Garance, jouée par Emmanuel DeVos, débarque. Et là, sa vie va basculer. Raphaël Thierry et moi, on a travaillé ensemble pendant 8 ans. En fait, on a fait mes 3 courts-métrages. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours fascinée, parce qu'en fait, ce que j'adore chez lui et ce que j'adore filmer, c'est l'espèce de paradoxe qu'il habite, où c'est vraiment un corps de brute, mais avec une sorte de poète très doux, très tendre. Il est vraiment borgne, avec le physique qu'il a, il était assez habitué à une forme de méfiance, un peu de mise de côté. Cette différence, le fait qu'il soit pas comme tout le monde, qu'il ait cette tronche, c'est devenu un atout. Et ça, c'est ce qui m'a inspiré, en fait, l'envie. On nous raconte toujours l'histoire de l'artiste, de pourquoi et comment il a créé son œuvre. On nous raconte toujours l'histoire de l'artiste, de pourquoi et comment il a créé son œuvre, mais on me raconte jamais ce que ça fait que d'être le sujet regardé. Et qu'est-ce que ça va changer, voilà, ce regard-là sur cette personne dans sa vie. Entre le personnage de Raphaël qu'on voit au départ du film et celui qu'on regarde à la fin, il y a une évolution énorme et totalement inattendue. Et je crois qu'il change au fur et à mesure que notre regard aussi sur lui change. J'ai énormément voulu travailler cette question de la mise en abîme du regard, quoi, de dialogue et de communication, et entre les personnages, entre eux dans le film, et de nous avec eux. Le mot muse n'existe que au féminin, et ça, je trouve ça passionnant, parce que c'est-à-dire qu'il y a un manque, là. Je me suis dit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de définition, il y a un espace manquant, alors je vais en faire un film. C'est pas vous, vraiment, hein. C'est ce que vous m'inspirez. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage changeant, accidenté, un canyon. Il n'y a rien d'attendu, quoi, rien de précis. Je pourrais passer des jours à vous parcourir. Je crois que le conte a une puissance assez géniale aussi, de sous des dehors très naïfs, pouvoir parler des choses les plus cruelles, voilà, qu'on traverse dans une existence humaine. C'est une forme vraiment qui me fascine. Et après, en termes de cinéma, on fait de l'artifice, on fait du faux, quelque chose qui nous aide à être le média, vraiment le vecteur de ce qu'on veut raconter. Le conte, pour moi, ça me permet d'affirmer une forme d'artificialité et qui, je pense, peut toucher vraiment plus directement au cœur du sujet. Il est basé sur les archétypes dramaturgiques du conte, c'est-à-dire souvent deux personnages très éloignés sur l'échelle sociale. Il y a le gardien et l'héritière, mais j'avais vraiment envie de transcender ça, et pour moi, le fait qu'ils soient deux artistes, ça les met totalement sur un pied d'égalité. Et la question sociale entre eux n'a plus lieu d'être. J'ai beaucoup travaillé ça dès le scénario. En fait, tous les regards, les silences et tout ça, ils sont vraiment décrits. Je crois que L'Homme d'Argile décrit une situation qu'on peut pas vraiment décrire. Et donc, c'est comment tout ça va passer par le corps, par les échanges de regards, par les silences. Les personnages eux-mêmes n'arrivent pas vraiment à nommer ce qu'ils sont en train de traverser. Et d'ailleurs, les deux personnages n'en parlent jamais frontalement. Jamais un mot sur leur relation n'est dit. Donc avec Emmanuel DeVos et Raphaël Thierry, on en a beaucoup parlé en lecture, en préparation de tout ça. Ça, je peux pas. Ah oui, je comprends. Je comprends, mais vous verrez, ça viendra. Il suffit d'un déclic. C'est une question de confiance. Asseyez-vous.
Dès l'écriture du scénario, je pensais à Emmanuelle Devos. Emmanuelle Devos, elle est unique en son genre. C'est-à-dire qu'elle a une façon d'habiter l'espace et d'apparaître à l'écran comme on n'en voit jamais. Elle a une façon de placer sa voix, elle a une gestuelle très particulière. Et donc, je me suis dit qu'elle allait apporter quelque chose au personnage de Garance, pas aussi dur que ce que ça aurait pu être sur le papier, parce qu'elle est assez dure sur le papier, Garance. Mais là, elle amène un truc méandreux, pas tout à fait précis. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est absolument là, très incarnée, et en même temps constamment totalement ailleurs. Autre chose sur Emmanuelle Devos, elle est extrêmement sexuelle. Elle a une mâchoire, elle a une peau, elle a quelque chose. Moi, comme je voulais que le film ait une tension sensuelle, presque érotique, je sentais que ça allait le faire et puis que ça allait bien marcher aussi avec Raphaël. Quand on s'est retrouvés sur le tournage, ça a vraiment roulé, quoi. Il y a eu un truc assez magnétique entre eux, quelque chose qui fait que même en tant que réalisatrice, on peut se sentir un peu dépassée parce qu'on sent un lien invisible, un fil qui les relie. Et en même temps, c'est tellement précieux. Il y a la place chez moi à la maison pour te recevoir. Je croyais que tu voulais plus me voir. Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est ma colère. Cet enchevêtrement comme ça, de chaud-froid, d'humour, puis de drame, c'est une sorte d'hommage à la vie. La vie, ça ressemble à ça, c'est jamais, qu'au premier degré un drame. Qui n'a pas eu un fou rire pendant un enterrement? Mais c'est constamment un enchevêtrement de sensations comme ça et par ailleurs, je crois que je pourrais pas faire un film qui ne soit qu'un drame qui se prend, pour un drame au premier degré. J'assumerais pas ça. C'est peut-être aussi de la pudeur que de télescoper un moment poétique par un moment trivial. Je crois que c'est ça qui me titille beaucoup quand je fais un film, c'est d'essayer de vachement déconstruire tout le temps tous les a priori qu'on a. La rencontre avec Pierre W. Mazoyer, elle a été vraiment fondamentale pour L'Homme d'Argile. Elle n'est pas que chef opératrice, elle fait beaucoup de photos en argentique, qu'elle développe elle-même. Et moi, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, j'ai envie, quand on regarde L'Homme d'Argile, qu'on puisse presque toucher l'image, qu'on ait une sensation que c'est palpable. Abîmer l'image comme ça, c'était aussi une façon de rendre hommage au personnage principal qui est un peu de guingois, qui lui-même ne voit que d'un œil. On a fait une image très particulière qui est pas une image de cinéma, enfin le format, c'est une image photographique. Et donc on réduit un petit peu le cadre et tout. Et après, techniquement, on n'avait pas l'argent de pouvoir tourner en pellicule, malheureusement. Et donc, elle a inventé un système où elle a collé deux objectifs l'un sur l'autre. D'une part, un anamorphique, quoi, un objet anamorphique, et de l'autre part, un zoom. Les perspectives dans le film sont assez étonnantes. On est un peu paumé, et comme il n'y a pas vraiment de piqué, il y a un petit truc un peu étrange, étonnant, qui crée, mais sensoriellement, une sorte de malaise. La construction de l'image de ce film, ça a été l'éclate, mais la plus totale. Enfin, j'ai vraiment adoré travailler l'image de ce film.